Alors, merci beaucoup, Fidji. Sandré, on dit? Sandrine, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'avais fait une demande à une professeure à l'INRS pour parler des contaminants dans l'eau et elle me proposait ton nom et j'étais vraiment contente parce que ton parcours est super intéressant. Donc, dans le fond, tu es chimiste de formation et tu as aussi un master en écotoxicologie et chimie de l'environnement. Et aussi, là, tu as fait un doctorat, plus précisément, c'est en écotoxicologie aussi. Oui, en écotoxicologie, c'est ça. Et plus précisément, ton sujet de thèse de doctorat traitait sur la dégradation et l'impact des médicaments sur les écosystèmes aquatiques, plus Tout à fait. particulièrement un médicament que tu vas nous parler aussi. Fait que je trouve ça super intéressant parce qu'on parle souvent de la qualité de l'eau puis comment tout s'en va dans l'eau, dont les médicaments qui est devenu de plus en plus un problème. Et tu as été intéressé d'aller creuser ça de façon scientifique et je suis super contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'est Et vraiment là, une en expérience plus, intéressante. tu fais aussi un postdoc à l'INRS à Québec. Ton postdoc, lui, il va traiter de... Alors, je travaille sur l'ADN environnemental. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de détecter l'ADN de tous les animaux qu'on cherche dans un environnement donné. Et en fait, cet outil va nous permettre d'évaluer, on va dire la présence de certains animaux dans un environnement et c'est OK, donc c'est un outil qui va nous permettre, de détecter la présence de certains animaux dans un environnement. Donc ça va nous permettre d'évaluer, notamment la biodiversité et on va pouvoir mettre ça en relation, avec la présence de certains, contaminants, dans ces environnements-là. Donc ça va être un outil pour voir, l'impact de par exemple, de certains polluants. Et Fidji, qu'est-ce qui t'a amené vers ce... Tu sais, parce que tu étais en chimie au départ, puis qu'est-ce qui t'a amené vers l'écotoxicologie et... Alors, j'ai fait une formation de chimiste, initialement parce que j'étais très intéressée par les sciences, chimiques, mais aussi les sciences environnementales. Donc je me suis spécialisée en chimie de l'environnement. Donc j'ai fait, tout ce qu'on appelle la chimie analytique pour essayer d'analyser tous les contaminants qu'on pouvait retrouver dans l'environnement, de comprendre un peu leur interaction, leur dégradation, leur devenir et cetera. Et ces études-là, elles m'ont conduite à m'intéresser, un petit peu plus à l'impact de ces composés. Donc c'est là où j'ai dérivé en écotoxicologie. Donc l'écotoxicologie, c'est une science à l'interface, de la chimie et de la biologie, on va dire, où on s'intéresse à l'impact toxique, de composés sur le vivant ou sur les écosystèmes en général. Donc c'est plus parce que on va dire le domaine de l'environnement m'intéressait beaucoup, que j'ai fini, en écotoxicologie et de fil en aiguille, voilà, j'ai pu, travailler sur différents sujets, que ce soit des pesticides, des composés pharmaceutiques, des eaux de ruissellement de route, et cetera. Donc, Et est-ce que tu dirais qu'il y en a plus ou moins de contaminants actuellement? par rapport, Ben, par rapport à, mettons, tu sais, la période industrielle où on faisait aucune réglementation ou... ah oui, 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 il y a des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché tous les ans, c'est il y a beaucoup plus de composés maintenant et aussi on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle les produits de dégradation. Donc, un composé chimique, une molécule, une fois qu'elle est utilisée, consommée ou qu'elle arrive dans l'environnement, elle va pouvoir se dégrader, en plusieurs fragments en fait, qu'on va appeler des produits de dégradation et ces molécules sont également toxiques. Donc non seulement on a les molécules initiales, mais on a également tous leurs produits de dégradation qu'on ne connaît pas encore parce que malgré qu'il y ait de plus en plus d'études, sur ces produits de dégradation, ça reste un travail colossal. On n'a pas encore les bons outils pour comprendre tout ça et on s'y intéresse aussi, depuis, récemment. Puis, tu sais, si on les connaît pas, on peut pas les éliminer non plus, on sait pas l'impact, donc c'est dur de traiter ces eaux-là aussi. Exactement, mais en fait, beaucoup de produits de dégradation sont issus du traitement des eaux. Ah, C'est-à-dire que quand une molécule, va arriver dans les réseaux d'eau usée, donc elle va aussi être acheminée, vers les stations d'épuration et dans ces mhm. stations, on va avoir plusieurs traitements, physiques, chimiques, biologiques, pour essayer d'éliminer ces molécules. Sauf que ces molécules, justement, elles vont être soumises à ces pressions, physiques, chimiques, et cetera, donc des oxydations, qui vont faire qu'elles vont, justement être dégradées. Elles vont être, rompues pour faire ces différents produits de dégradation, en fait, ces différents fragments.
Donc on peut pas vraiment, éliminer une molécule, on la transforme en quelque chose d'autre. Non, rien Donc ne là, se faut perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est la exactement, preuve, là. exactement. Fait que souvent, on a l'impression que justement, tu sais, c'est stabilisé, que notre eau usée, tu sais, tu sais, on est quand même en Occident, on fait un traitement des eaux usées pour protéger notre environnement, mais au final, on sait pas très bien l'impact encore tant que ça, là. C'est ça, on crée beaucoup d'inconnus. Dans tout ton parcours, y a-t-il quelque chose qui t'a choqué particulièrement, que tu t'attendais pas, mettons, à découvrir, ou dans tes recherches ou dans tes études, dans tout ce que tu as trouvé? Ce qui m'a choquée, je sais pas si c'est, vraiment un choc, mais, je j'ai vu beaucoup de chercheurs qui travaillent pendant des années sur certains composés en particulier pour dire qu'ils sont toxiques, qu'ils sont dangereux, qu'il faudrait les limiter, les interdire et c'est enfin, à l'issue des publications scientifiques qu'on a là-dessus, ça met peut-être des années pour que les gouvernements s'y intéressent et fassent des interdictions sur ces composés-là, mais donc bon, c'est pas vraiment une surprise, mais, Mais quand tu le vois de près, j'imagine que ça doit être frustrant de voir ça, puis tu te dis, c'est on ça. nuit à l'environnement, on est conscient, on a donné la preuve, mais il n'y a rien qui se Mmh. passe. Ouais et puis on se sent tout petit, sachant que, voilà, il y a toutes ces nouvelles molécules qui sont créées, chaque année. Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le marché, sans avoir les études, sur Mm. l'impact de l'environnement derrière et cetera. Bon. Fait qu'il y a beaucoup de faux filments de choses parce qu'il y en a trop à un moment donné. On peut pas tout suivre, c'est tout ça? C'est qu'on n'a pas, non plus beaucoup d'alternatives à part, le plus simple, c'est de moins consommer tout simplement, mais on n'a pas beaucoup d'alternatives pour remplacer certains produits qu'on a actuellement, qu'on utilise, massivement. Effectivement, parce que tu sais, là, tu as fait des études sur les pesticides, puis je veux dire, tu sais, on a besoin de nourrir la planète et on sait que les pesticides, ben, c'est un moyen pour être plus productif, mais à quel prix, tu sais? Exactement. Mais, à force d'utiliser des pesticides, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit un peu les organismes du sol, on altère la biodiversité. Sauf qu'au bout d'un moment, si le sol est mort, plus rien ne va pousser. Parce que les organismes du sol, c'est eux qui sont responsables de dégrader, par exemple, la matière organique du sol, de recréer des nutriments qui sont nécessaires, pour les plantes. Donc, à un moment, si le sol est mort, plus rien ne poussera. C'est Quand on n'est pas gagnant, on fait juste repousser le moment où ça va c'est être ça. problématique. Donc là, on augmente, les rendements en tuant les organismes ravageurs et tout ça, mais on tue également les bons organismes du sol dont on a besoin. Hmm. Puis selon toi, ça serait quoi? Y a-t-il des solutions qui pourraient être mises de l'avant puis qui sont pas mises de l'avant pour des raisons pécuniaires, par exemple? Hem, oui, bah, alors c'est-à-dire qu'on a besoin, on va dire de produire suffisamment pour nourrir tout le monde, mais il y a des façons, on va dire plus moins Respectueuse? consommatrice, c'est-à-dire, par exemple, que si on consomme beaucoup de viande, si on consomme de la viande de bœuf, on va, devoir produire beaucoup plus de céréales pour nourrir ce bœuf, pour nourrir une personne, que si on mangeait directement, les céréales en soi. Donc par exemple, l'alimentation carnée, ça va dans le mauvais sens. Je dis pas qu'il faut plus manger de viande, mais il faudrait favoriser, une alimentation, moins consommatrice, bah, d'eau, de ressources, de pesticides et cetera. Et Si si on a les besoin gens de se... moins produire, on Ouais. aurait également, besoin d'utiliser moins de produits, Fait qu'il faut simplifier notre alimentation le plus possible, retourner à la base de l'alimentation, un peu moins transformée aussi. ouais, moins transformés, mais faut regarder aussi, dans les aliments que vous consommez, ouais, quelles sont les ressources, que ça va prendre? Est-ce que vous avez eu besoin beaucoup d'eau pour produire cet aliment? Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup de traitements pesticides? Est-ce que cet aliment vient de l'autre bout du monde? Est-ce que voilà, il faut s'intéresser un peu plus, Sauf que c'est ça, le consommateur, à un moment donné, on se sent un peu perdu, puis tu sais, comme, faut manger. Et là, il faut oui. regarder d'où ça vient, c'est quoi la culture, es-tu éthique, responsable, comment qu'elle fait. Tu sais, ça, pour chaque ingrédient qu'on consomme, Mmh. ça peut devenir un peu étourdissant. Ça serait quoi la solution qui serait plus simple, disons, au niveau de l'alimentation? Bah, alors au niveau de l'impact environnemental, si on s'intéresse à cette, question-là, le plus simple, Mhm. c'est toujours de consommer local et de Oui. saison. Alors de saison, Hmm. on fait ce qu'on peut selon le pays où on est, mais le local sera toujours une bonne alternative et il faudrait peut-être privilégier au mieux les agricultures plus responsables,
ou voire les agricultures biologiques, mais ça reste encore, problématique au niveau des composés qui sont utilisés dans l'agriculture biologique. Fait que C'est même très l'agriculture biologique, c'est parce que c'est la contamination croisée des autres champs qui sont remplis de pesticides ou il y a une autre raison? Alors, déjà, il y a ça, pour, avoir, une parcelle considérée comme agriculture biologique, il faut 3 ans, de remédiation, il me semble, donc c'est pas forcément suffisant pour tous les composés. Mhm. Et il y a aussi le fait que oui, effectivement, si les parcelles d'à côté sont traitées, forcément le pesticide, va également se retrouver sur la parcelle. Et il y a aussi le fait que dans l'agriculture biologique, il y a aussi des composés pesticides. C'est juste que dans l'agriculture biologique, il y a les composés chimiques de synthèse, qui sont interdits, mais il y a des composés chimiques d'origine naturelle qui sont tout aussi toxiques, qui sont utilisés dans l'agriculture biologique. Ouais, c'est ça qu'on a de la misère à comprendre parce qu'on se dit, ben là, c'est naturel, ça doit être bon, mais pas nécessairement. Et il y a des produits naturels qui sont toxiques. Oui, fait que dans le fond, ils utilisent l'agriculture biologique, peuvent utiliser des produits qui seraient pas bons pour l'environnement et pour notre santé également. Exactement. OK. C'est par exemple, le sulfate de cuivre, qui est, du coup le cuivre est un composé naturel et c'est utilisé, pour traiter, de nombreuses cultures, notamment les vignes, comme un produit fongicide, donc OK. contre les champignons ou par exemple contre le mildiou. Et ce sulfate de cuivre, bah oui, il est d'origine naturelle, mais il est très toxique et on se retrouve à l'épandre, massivement sur certaines cultures. Wow. Puis ils vont avoir quand même leur certification bio. Oui, c'est bio, Ouch. c'est d'origine naturelle. Oh, fait que là, ça détruit un peu l'espoir des gens qui veulent manger bio. Puis là, tu te dis, bon, ben, on va manger quoi? Ouais, je pense qu'il faut quand même encourager ce genre d'alternative parce que ça fait qu'au final, on a quand même moins de produits de chimie de synthèse, Oui, mais c'est quand même pas l'idéal. À ce stade, dans l'alimentation, à moins de faire pousser vos légumes, vous-même, et encore, vous ne trouverez rien de enfin, vous ne trouverez aucun produit, qui ne contient pas de exact, composés toxine. chimiques. Oui, exact. OK. Puis, au niveau de l'eau, c'est quand même ta spécialité, là, je pense, parce que tu as fait tes études au niveau des médicaments, parce que tu as fait une étude sur la dégradation d'un médicament particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment que c'est quoi que ça donne dans l'environnement, les médicaments qu'on prend? Oui, alors, je me suis intéressée, aux médicaments, mais c'est aussi le cas d'autres, de nombreux composés. En fait, quand vous consommez un médicament, Mhm, donc votre organisme, va plus ou moins le dégrader, vous allez l'évacuer et ce médicament va être acheminé, par les réseaux d'eau usée jusque dans les stations d'épuration. Et mhm. ces stations d'épuration des eaux, elles ont, différents traitements, pour éliminer des composés, comme la matière organique, l'azote, ce genre de choses. Mais ces traitements ne sont pas faits initialement pour, éliminer des polluants organiques, comme les médicaments. OK. Donc ce qui fait que ces médicaments vont se retrouver, dans le milieu naturel, puisqu'ils ne vont pas être dégradés par ces stations d'épuration. Et dans le milieu naturel, ben, ces médicaments, ils peuvent également avoir un impact, sur les organismes, qui vivent dans ces milieux. Parce que s'ils ont un impact, donc si c'est des substances actives pour les humains, ils peuvent également avoir, des fonctions actives sur les organismes, dans les milieux aquatiques. Donc moi, je me suis intéressée à un médicament en particulier, donc c'est le furosémide. C'est un diurétique, qui est commercialisé depuis une soixantaine d'années maintenant. C'est un médicament qui est considéré comme essentiel par, l'Organisme mondial de la santé. Donc on le retrouve, absolument partout. Il est consommé, en très grande quantité, hein. Il est dans le top 15 des ventes aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe et cetera. Donc il est retrouvé quand même, très fréquemment dans les eaux usées. Mhm. Hem, donc ben, on s'est intéressé, lors de ma thèse à son impact, directement sur, certains organismes, représentatifs du milieu aquatique. Donc on s'est intéressé à son impact sur des algues, les algues qui sont du coup des organismes, primaires végétaux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir synthétiser, leur propre carbone à partir de la photosynthèse, comme toutes les plantes. Donc ils sont à la base des réseaux trophiques. Ils vont servir de nourriture pour de nombreux organismes, au-dessus d'eux dans la chaîne trophique. On s'est intéressé à l'impact sur des daphnies, donc c'est des petits crustacés, aquatiques, enfin des petits crustacés d'eau douce, qui se nourrissent, bah, notamment de microalgues et de micro-organismes.
et on s'est intéressé aussi à l'impact sur, certains poissons. Donc moi, c'était notamment des poissons zèbres dans le cadre de ma thèse parce que c'est des poissons qui sont, très bien connus, largement utilisés en laboratoire, donc c'est des très bons modèles en OK. pour ce genre de recherche. Et non seulement on s'est intéressé à la toxicité de ce furosémide, mais également à la toxicité de ses produits de dégradation. C'est-à-dire que le furosémide, une fois qu'il est passé dans les réseaux de traitement des eaux usées, ou voire même dans l'environnement, il va se dégrader. C'est-à-dire il va former plusieurs fragments qu'on va appeler des produits de dégradation, et ces produits de dégradation sont, très peu connus, donc très peu étudiés, et ils peuvent être également, aussi toxiques en fait, voire même parfois plus toxiques que la molécule, parent. Est-ce que c'est considéré comme un perturbateur endocrinien? Ça va être quoi l'impact, par exemple? Alors pour le furosémide, les études sont encore en cours. Enfin, la doctorante qui continue, à ma suite, dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, va étudier un petit peu plus, la question du perturbateur endocrinien. OK. Mais moi, je me suis intéressée à d'autres, aspects, de la toxicité. J'ai étudié notamment la toxicité sur le développement, c'est-à-dire que quand des larves de poissons, par exemple, sont exposées à ce composé, ils vont avoir, par exemple, des retards de croissance, ils vont présenter, certaines déformations. Certaines torsions au niveau de la colonne, enfin, des problèmes de développement au niveau de la vessie natatoire, donc c'est la petite poche qui permet aux poissons de flotter, de s'équilibrer. Mmh. Je me suis intéressée, oui, à l'impact, sur le comportement de ces poissons. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, leur réponse au stress, leur réponse de fuite. Et nous, ce qu'on avait noté, c'est que pour le furosémide et plusieurs de ces produits de dégradation, on avait une diminution, de la mobilité des larves, c'est-à-dire qu'on a moins de déplacements, on a moins de réponses de fuite, et ça peut être problématique, notamment pour leur survie. Hem Et j'ai regardé aussi un impact sur le cœur, donc la cardiotoxicité, et il semblerait qu'on a une augmentation, des battements cardiaques, après l'exposition à certains produits de dégradation. Donc ça peut traduire, un stress, ça peut traduire, beaucoup de choses, le battement cardiaque. Fait qu'aussi, ce que je comprends aussi, c'est que c'est un médicament, beaucoup de produits de dégradation de ça, puis on en prend énormément de médicaments dans le monde et on n'a aucune idée parce que toi, tu as isolé juste ce médicament-là, mais si on dans l'environnement, ils sont pas isolés. Exactement. Fait que ça Alors doit t'ima faire un beau cocktail, tout Exactement. ça. Alors, bah, du coup, j'ai travaillé que sur, voilà, ce médicament et ses produits de dégradation, mais ce qu'on a observé dans la littérature scientifique, c'est Mmh. que pour, cette molécule, pour le furosémide, on a identifié, 72 produits de dégradation. Donc pour une molécule, Wow. 72 produits de dégradation, sachant qu'il en existe, des milliers, qui interagissent du coup entre elles. Et après, on va avoir toute la problématique, des effets cocktails. Donc c'est, Mmh. bah, justement toutes ces molécules chimiques vont interagir entre elles et avoir des effets, qui peuvent être potentiellement plus dangereux, plus importants quand elles sont en mélange que si on étudiait les molécules, séparément. Parce que, tu sais, moi, j'avais vu des reportages aussi au niveau, tu sais, des poissons hermaphrodites, qui, tu sais, il y a plein de choses dans l'environnement que tu te dis: «Mon Dieu, c'est pas naturel, là». Fait que, tu sais, la toxicité, elle prend plusieurs chemins. Fait que j'imagine que, tu sais, on manque encore d'études sur beaucoup d'aspects parce que là, tu as étudié un médicament, mais l'effet cocktail, tous les médicaments qu'on a, plus les pesticides, les différents perturbateurs endocriniens qu'on rejette aussi. C'est inquiétant tout ça quand même. Toi, est-ce que Oui. ça t'inquiète de voir Ah énormément, oui, ouais. oui. Oui, c'est terrifiant quand on commence un peu à creuser, toutes ces questions-là. Après la recherche en environnement porte, enfin, oui, porte de plus en plus sur, bah, les produits de dégradation justement, les effets cocktails, voilà, sur le développement de nouveaux outils pour essayer d'étudier, de mieux comprendre, ces interactions-là. Mmh. Parce que, tu sais, au final, faut pas oublier que nous, on est dans la chaîne alimentaire, hein, Oui. et donc, dans la chaîne alimentaire, quand on mange les poissons On va dire, au sommet de nombreuses chaînes alimentaires, et on mmh. a certains polluants qu'on va appeler, bioaccumulables, voire bioamplifiables. C'est-à-dire que c'est des composés qui vont pouvoir s'accumuler dans les organismes et voire même, s'accumuler de façon exponentielle, quand on augmente dans la chaîne trophique. Par exemple, si vous avez une plante qui est contaminée, à un certain pesticide, par exemple,
la chlordécone. Un organisme qui va consommer cette plante va, lui-même accumuler, la chlordécone, mais de façon beaucoup plus importante puisqu'il va en consommer, Ce pesticide-là, est-ce que c'est un pesticide qui était utilisé sur nos cultures actuellement au Canada, en France, ou c'est interdit? non, ce pesticide alors il est interdit et il était utilisé, majoritairement dans les Antilles françaises. OK. Hem, je pense que oui, il a été utilisé ailleurs, mais j'avais étudié cette question au niveau des Antilles françaises où il y a, des un tonnage assez important qui avait été épandu dans les cultures de bananes. C'était pour lutter contre le charançon du bananier et du Mhm. coup, voilà, ce pesticide, organochloré a été répandu massivement, sauf que c'est un composé très stable et très toxique. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, même s'il a été interdit, au début des années, 2000, on en retrouve encore dans les sols, on en retrouve encore dans l'eau, on en retrouve encore dans les végétaux, on en retrouve encore dans la faune, et on en retrouve aussi dans le sang, des Antillais. Et voilà, ça pose des problèmes, sanitaires et écologiques, assez énormes et Fait que c'est ça qu'un fait exemple. partie des polluants éternels un peu, là, comme on appelle, là. Ou Mmh, comme les perfluorés un peu, ou pas nécessairement? je sais pas si on peut le qualifier de polluant éternel. OK. Mais il est très stable, fait qu'il est pas il est pas dégradé depuis là, on est en 2024, puis c'est début des années 2000, puis on le retrouve Mmh, encore dans le sang des habitants là-bas. c'est Ouais. ça et celui-là, OK. pour le coup, c'est un perturbateur endocrinien. OK. Et Ouais. il serait aussi suspecté d'engendrer certains cancers, parce qu'on a, par exemple, 3 fois plus de cancers de la prostate chez les Antillais. Heu, il y a des études. On peut pas dire que, telle, molécule engendre le cancer, mais ça pourrait être un facteur, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'au final, c'est long avant d'interdire une substance parce que le lien de cause à effet direct, il n'est pas nécessairement évident. Parce que exactement. Mmh. c'est sur le temps, c'est la bioaccumulation, c'est l'exposition de différentes choses. Donc, c'est pas direct, là. C'est ça qui doit être frustrant aussi en tant que scientifique qui veut Mmh. démontrer des choses, mais le lien est pas toujours évident, hein. Et justement, en tant que scientifique, on attend quand même une certaine, rigueur de nos études. On Mhm, attend à ce que la preuve soit concrète, donc mhm. les études sont quand même longues. Il faut beaucoup de recul sur ça, beaucoup d'expérimentation, voilà, ça prend du temps et Et c'est voilà ça, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui se rendent malades, puis ils écourtent leur vie, c'est ça le et temps que... quand on arrive à interdire, un composé, eh ben, souvent il y en a un autre qui émerge pour le remplacer et ben, il faut tout recommencer. C'est ça, fait que effectivement, fait que ça revient à l'idée que c'était inquiétant tout ça, mais là, tu me parlais de la chaîne alimentaire puis que l'accumulation, puis on a dérivé avec le... Oui, pardon. Mais Oui, c'est alors il correct, y a là, c'est comme ça. alors il y a certains composés justement, oui, qui vont s'accumuler, voire se bioamplifier, c'est-à-dire, du coup, on va les retrouver, en concentration de plus en plus importante, voilà, quand on s'intéresse, au maillon supérieur de la chaîne trophique. Mmh. Et du coup, ben, on se retrouve avec des concentrations, voilà, exponentielles, en fait, quand on augmente dans la chaîne trophique et nous, ben, on est au sommet de la plupart des chaînes trophiques. C'est-à-dire qu'on va, au final, récolter, la plupart des composés qui sont, bioamplifiables. Mmh. Et là, comme on dit, on n'est pas capable de dire qu'est-ce que ça va faire comme impact nécessairement encore parce qu'il y en a beaucoup, mais on le voit que, tu sais, les maladies tu sais, qui engendrent de la mort prématurée, tu sais, les maladies dégénératives, tout ce qui est les maladies liées aux perturbateurs endocriniens, tu sais, ça devient que ça, on en parle de plus en plus. Mais on n'est pas capable encore d'interdire certaines substances parce que la preuve n'est pas faite que c'est exactement ça, par exemple. Au niveau de l'eau potable que nous, on boit du robinet, est-ce que toi, ça t'inquiète de prendre de l'eau du robinet actuellement avec tout ce que tu sais? Alors je suis pas spécialiste de l'eau potable, hein. J'ai pas, vraiment traité de cette question dans mes études, puisque les réseaux, Mhm. d'eau usée et les réseaux d'eau potable sont totalement Non, c'est différents. ça. Mais je sais que l'eau potable est très contrôlée. Il y a Mhm. beaucoup plus de traitements aussi. Mhm. Hem Même si, il reste, quand même, de nombreux composés, notamment des produits de dégradation parce que ceux-là sont pas suivis. Moi, je prends de l'eau du robinet plus que de l'eau en bouteille, parce que l'eau en bouteille a les mêmes au final est contrôlée de la même façon et en plus, bah, il y a
il y a une possibilité, plus importante d'avoir des microplastiques et il faut penser aussi à l'impact environnemental de ces bouteilles en plastique. Ouais, effectivement, effectivement. Moi, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur les bouteilles en plastique, effectivement. Puis d'avoir un filtre, là, tu sais, comme moi j'ai, c'est une bonne idée aussi, parce que ça nous sécurise aussi d'avoir une eau qui est encore un peu plus clean que ce qu'on pourrait avoir de l'eau du robinet. Exactement, Euh, mmh. exact. Puis dans ton parcours, y a-t-il quelque chose que tu as dit, OK, là, je vais vraiment faire un changement personnel pour ma vie, pour vraiment diminuer, moi, l'impact sur ma santé à moi? Alors en fait, ça s'est fait progressivement. J'ai pas eu un gros déclic, mais je me suis toujours intéressée aux problématiques environnementales et du coup, bah, plus on en apprend, plus on voit des choses, dans les informations, plus on lit d'articles, des articles scientifiques notamment, plus on se dit: «Tiens, il faudrait que je change, telle ou telle habitude». Donc j'ai Mhm. pas eu un déclic un jour, mais ça s'est vraiment, voilà, fait progressivement. Progressivement. Donc notamment dans l'alimentation, à faire attention à pas consommer des produits, industriels ou transformés puisque dans ces produits-là, on a énormément d'additifs qui sont même pas des choses qui sont, on va dire qui ont un apport, nutritif, hein. C'est vraiment des agents conservateurs, texturants et tout ça, donc ça, c'est plein de produits chimiques. Donc j'essaie d'éviter les produits, transformés. J'essaie de consommer, moins de médicaments parce que je j'ai pas de maladie, chronique et T'es enfin, en je santé. suis en bonne santé, j'ai pas besoin de prendre tous ces médicaments donc voilà, quand on a un mal de tête, quand on est un peu malade ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de tous ces composés. Hem, Hmm. ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, dans Au niveau des produits que tu utilises pour le ménage ou les choses à la maison. voilà, bah, oui, les produits ménagers, je me suis séparée de la plupart des des produits détergents, spécifiques, donc par exemple, on a des produits, spécifiques pour le sol, spécifiques pour les surfaces, spécifiques pour la salle de bain, spécifiques pour nettoyer l'inox, et cetera. On n'a pas besoin de tout ça. C'est du Vous pouvez marketing, hein, dans le fond. utiliser c'est ça, c'est du marketing. Alors ça marche super bien, hein, ils mettent, tout ce qu'il faut pour que ça marche super bien, mais on n'a pas besoin, d'autant d'efficacité. Donc par exemple, on peut juste utiliser, du vinaigre, du citron sinon, du bicarbonate, de soude et du savon. Ça marche très bien le savon. Moi, je suis vendue, moi aussi, je fais juste ça maintenant, mais effectivement, qu'il y a un gros marketing de toutes les sortes de produits que ça te prend, salle de bain, les fenêtres, les. Puis tu me parlais de biocides avant l'entrevue. Dans le fond, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Exactement, mais en fait, dans tous ces produits, qu'on utilise, donc les produits ménagers, voire même les Mhm. produits, cosmétiques, il y a des substances qu'on appelle des biocides. Donc biocides, ça veut dire enfin bio, c'est le vivant et cide, c'est tuer. En gros, c'est les substances qui tuent la vie. Donc Mhm. ces produits biocides, on en retrouve, un peu partout en fait dans notre quotidien. Donc par exemple, quand vous avez bah, des produits nettoyants pour les surfaces, on va avoir des produits qui sont, antibactériens par exemple, donc ça c'est des produits biocides. Dans quand vous traitez vos plantes, par exemple pour, je ne sais pas quel parasite et cetera, ça c'est des produits biocides. Quand vous mettez de l'anti-moustique, des répulsifs pour certains animaux et cetera, ça c'est des produits biocides. Donc ces produits, on les retrouve partout et s'ils sont comment dire? S'ils sont efficaces, hem, pour certains organismes, ils le sont aussi pour vous. Y a-t-il une autre chose que tu aimerais apporter, dire aux gens, dire que, tu sais, qu'est-ce qui serait important à comprendre aussi au niveau de toute l'écotoxicologie de l'environnement? Hem, peut-être pas au niveau de l'écotox. Alors peut-être que ça serait intéressant de se poser plus la question sur tous les produits qu'on consomme. Parce que le moindre objet qu'on va acheter, le moindre bien qu'on possède, le moindre produit qu'on va consommer, il va avoir un impact. Parce que il a eu besoin d'être créé à un moment. Donc il y a des ressources qui ont été produites, il y a un processus qui a été fait pour créer ces objets-là. Ils ont été transportés, ensuite vous allez les utiliser et ensuite ils vont avoir une fin de vie. Tout ce Mhm. qu'on consomme va avoir un impact sur l'environnement. Donc ça serait peut-être intéressant de se poser la question pour chaque objet qu'on a, bah, est-ce qu'on en a besoin? D'où il vient? Est-ce qu'il y a une alternative qui serait Responsable. un peu plus écologique, un peu plus responsable? Donc par exemple, C'est les vêtements que vous achetez, quand vous achetez des des vêtements sur des plateformes d'ultra fast fashion, ce genre de choses, bon c'est des vêtements, qui sont pas forcément, très responsables, qui vont pas être durables, et qui sont peut-être produits avec plus de,
De plus de produits pesticides? chimiques, qui Ouais. sont pas forcément éthiques non plus, Mmh. donc on peut se poser des questions à ce niveau-là aussi, sachant que les vêtements que vous achetez sont également traités aux pesticides. Effectivement, l'industrie de la mode, c'est une grosse industrie très polluante, puis c'est très facile de commander sur les plateformes que tu nommes de fast fashion. C'est intéressant que tu en parles. Fait que les Exactement, ouais. alternatives, c'est plus d'aller vers quelque chose qui serait plus local ou de l'usager ou Alors ouais, on peut chercher des alternatives locales quand il y en a, on peut chercher des alternatives plus durables, même Mhm. si en général c'est un coût plus important et oui exactement acheter d'occasion, donc ça se fait de plus en plus, hein, on en voit de plus en plus des boutiques qui proposent, des vêtements d'occasion, donc ça c'est aussi une alternative très intéressante, quand vous voulez acheter quand même plein de vêtements, mais que vous voulez moins polluer. Effectivement, puis souvent, ils sont plus toxiques au début quand on vient de l'acheter, mais après plusieurs lavages, si on l'achète, j'imagine, l'usager, il a déjà comme perdu un peu de sa toxicité, j'imagine. Oui, alors, il y a les produits, pesticides qui sont utilisés sur, par exemple, les cultures de coton et cetera, mais il y a Mhm. aussi des produits qui sont mis parfois dans les transports, pour éviter que les vêtements soient dégradés, par certains organismes ou quoi pendant les transports. Donc quand vous achetez des vêtements, lavez-les avant de les porter. C'est vrai qu'on y pense pas nécessairement. On est comme excité de vouloir le porter tout de Ouais, suite, mais c'est important de le laver. lavez toujours un vêtement neuf. Merci de le rappeler. Je pense que c'est des choses très simples, mais des fois qu'on oublie. Puis c'est, tu sais, c'est parce que souvent, la pollution, c'est ce que moi, je me rends compte, c'est que la pollution, toutes les toxines, c'est invisible, tu sais, c'est pas les grosses bennes avec une grosse tête de mort, puis là, tu sais, c'est évident que tu touches pas à ça, tu sais, Mmh. ça s'infiltre partout dans notre quotidien. Fait Exactement, on que- s'en rend pas compte. Donc il y a non seulement les produits les composés chimiques dans les produits qu'on consomme, mais il y en a aussi, dans les produits qu'on a au quotidien. Par exemple, dans vos rideaux, dans les peintures et cetera, il y a des produits, retardateurs de flammes, qui Mhm. sont également toxiques, j'en sais rien j'essaie de regarder autour de moi là ce que j'ai mais il y a énormément de composés qui sont cachés qu'on ne voit Ben, pas. dans les meubles neufs, souvent, c'est les colles, c'est les Bien sûr, ouais. peintures, les vernis. Mmh. Tout ça va émaner aussi dans notre environnement qu'on va respirer. Souvent, on dit que c'est beaucoup plus pollué à l'intérieur de nos maisons que dehors. Ouais, ouais, par exemple, dans les peintures aussi, on a des solvants. Mhm. Heu, Mais j'avais l'impression qu'on avait fait un pas quand même pour réglementer, pour qu'il y ait moins de composés organiques volatiles dans toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, hein. mmh, Ouais. Fait qu'il faut aller chercher des certifications, des réglementations, parce que à l'intérieur de tout ça, quand on veut tu sais, acheter des choses, on essaie de se faire une tête avec les étiquettes. Est-ce qu'il y a beaucoup de greenwashing selon toi? Parce que maintenant, c'est un outil de marketing là, de dire que c'est green, là. ah oui, oui, pour moi, il y a énormément de greenwashing, là, c'est sûr. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a énormément de labels qui se veulent, un peu éco et cetera, mais en fait, derrière ces labels, il y a rien de certifié, quoi. Il y a Ah quand même non? l'utilisation de certains produits et cetera, donc ouais, c'est très difficile de s'y retrouver là-dedans parce que des labels, il y en a des centaines. C'est Exactement, oui. Mais comment qu'on fait pour s'en retrouver là-dedans, justement? Il faut faire des recherches sur tout. ouais, alors ça, Oui, c'est ça, c'est difficile. Mais c'est pour ça aussi que je trouve ça important de venir parler aux gens de ces sujets-là, parce que on n'est pas chimiste. Moi, j'arrête pas de dire, tu sais, je suis pas chimiste, je mmh, sais pas, je suis pas capable de tout lire la liste des ingrédients. Il y a des applications qui nous aident aussi à y voir plus clair quand on veut acheter du maquillage ou des choses comme ça. mmh. Tu sais, puis, mais les labels, on dit justement, quand c'est éco-certifié ou tout ça, on essaye de dire, ben au moins c'est ça, tu sais, je fais la bonne chose, mais tu sais, si ça devient un outil marketing qu'on paye juste plus cher, puis en arrière de ça, je suis pas plus protégée. Fait que c'est. Mmh. Y en a-tu des certifications que tu es très confiante que ça veut dire qu'ils prennent ça à cœur puis qu'ils ont vraiment des normes rigoureuses? J'ai pas forcément de certification en tête. Hmm. C'est vrai que pour des vêtements, ça m'est arrivé d'acheter des marques, locales qui sont du coup pas forcément certifiées, mais tu vois les moutons dans le champ, quoi. Oui, c'est ça. Et pour l'alimentation, la plupart du temps, j'essaie d'acheter des produits, chez des producteurs dans les fermes et cetera. Donc là, bah, je fais pas vraiment attention aux certifications qu'ils ont, Exactement. Au moins, tu tant que achètes c'est local, fait que local, déjà, heu
Le cycle de vie est moins long déjà, Ouais, là. c'est ça. OK. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse éviter totalement les produits chimiques, mais au moins on peut limiter l'impact, environnemental Exactement. qu'on a. Ben, d'où l'idée de style de vie low tox, c'est vraiment de Mmh. diminuer la toxicité autour de nous parce c'est sûr qu'on peut pas vivre dans une bulle exempte de toxicité là, parce qu'il Mmh. y en a partout, là, Pas dans mais ce de monde-là. réduire. Hein? Pas dans ce monde-là. Non, malheureusement. Fait que, ouais, c'est ça, c'est de réduire. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi, que les auditeurs puissent retenir, c'est que c'est important le travail que vous faites en tant que scientifique d'aller chercher toutes les petites choses qui peuvent nuire, puis de comprendre ce qui se passe. Puis je pense que plus nous, on va être conscients comment on achète, quand on regarde, on fait nos recherches à savoir, ben ça, c'est meilleur que lui. Ça fait en sorte que acheter, c'est voter, veut pas, puis si on donne moins de place aux plus grands pollueurs, ben, à un moment donné, ils vont Mmh. peut-être changer aussi. Ils n'auront pas le choix de suivre, là. Bah, c'est que c'est très difficile, de savoir ce qu'il y a derrière les objets qu'on achète. Par exemple, je ne sais pas Ouais, si vous avez, changé de téléphone portable, récemment. C'est quand même un objet technologique qui comprend énormément de composés à l'intérieur. Donc là, on a parlé pas mal de polluants organiques et tout, mais il y a aussi la problématique des métaux. Donc ouais. tous les métaux qui se trouvent dans vos téléphones, donc il y en a quand même plusieurs dizaines, c'est des métaux qui ont été extraits, dans des mines. Ces mines-là, ensuite ces métaux ont été traités, ont été raffinés, donc ça aussi c'est à coup de chimie lourde qui est très destructrice de l'environnement et cetera, donc ça, on le voit pas forcément si on s'informe pas, quand on achète un produit et c'est très facile d'acheter, tout Mais et est-ce qu'il y a n'importe des quoi. téléphones intelligents qui soient plus clean? Il y en a-tu que ça existe? Pour les Parce- téléphones, par exemple? Ouais. Bah, dans tous les cas, quand on a besoin de métaux, on a besoin de mines et les mines, c'est jamais propre. Mais après, il Ouais. y a des marques peut-être plus responsables. Je sais que, par exemple, les Fairphone, je sais pas si on peut parler de de certaines marques là, mais Ah oui, les oui, téléphones, Fairphone, on peut. où on peut remplacer, par exemple toutes les pièces, donc c'est des téléphones qui, se veulent, durables, Ah, plutôt que de changer Fairphone. tout le OK, je téléphone, connaissais pas ça. OK, c'est J'imagine qu'il y en intéressant. a d'autres, je suis pas très renseignée sur ce sujet-là. Bon après, le mieux, c'est bien sûr de garder vos objets le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Fait que des fois, c'est ça, je vois les gens qui vont changer après 2 ans, vu que là, le Mmh. contrat est terminé ou tout ça. Fait que des Mmh. fois, c'est de garder notre téléphone le plus longtemps possible puis essayer Ouais. de le réparer si besoin, hein. Ouais, exactement. Puis aussi, tout simplement, quand on voit des nouvelles, publicités, à la télévision ou autre sur un nouveau modèle de téléphone dernier cri, et plein de gens s'empressent d'acheter ces nouveaux modèles alors qu'ils ont des téléphones tout à fait performants et cetera. Ça nous pousse à une consommation et c'est une consommation qui ne sera pas durable de toute façon, hein. On ne va pas Ouais, c'est ça. pouvoir, continuer à, Extraire avoir les minerais tout le temps comme ça. exactement. Mais je sais pas si on a une conception de dire, ben, quand on redonne notre téléphone, ils font une deuxième vie avec ou ils font quelque chose de bien. Je pense que des Heu fois, on voit juste pas l'envers de la médaille, tu sais. Bah, alors, il y a tout ce qui est, reconditionnement, donc Mhm. toute la technologie reconditionnée, c'est juste qu'on va remettre, en état en fonction, des appareils pour que quelqu'un d'autre puisse les utiliser. Mais après tout ce qui est recyclage au niveau des téléphones ou de la technologie comme ça un peu de pointe, ça ne se fait pas parce qu'en fait, c'est pas des métaux purs qui sont à l'intérieur, c'est des alliages en toute petite quantité de plein, plein, plein de métaux et du coup ça, c'est Il n'y a rien ingérable. à Enfin, faire. c'est pas OK. du tout recyclable. Wow. Et les impacts de ça se retrouvent aussi dans l'environnement par la Exactement, ouais. suite, en fin de Les vie. impacts des mines, c'est monstrueux. Mais Ouais, ça, bah, on n'a pas le choix parce qu'on utilise des métaux dans absolument tout ce qu'il y a autour de nous ouais. et dans les transports, dans les technologies, dans la communication, dans l'électroménager, il y a des métaux absolument partout et ça, on a du mal à Ouais, s'en mais si passer du et moins on les garde plus longtemps puis c'est plus durable, tu mmh, sais, qu'un téléphone qu'après 2 ans on jette, c'est sûr que ça ne l'est pas vraiment. exactement. Mmh. Oui, fait qu'écoute, merci beaucoup, Fidji. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter en terminant sur quelque chose que tu aimerais que les gens sachent ou prennent conscience Mmh. après tout ce qu'on a dit déjà, là, mais une dernière chose peut-être? Bah, il y a aussi le fait que j'ai parlé beaucoup plutôt de l'aspect environnemental, de la protection de l'environnement, mais il faut savoir que la santé environnementale et la santé humaine, aussi la santé animale, c'est très lié, hein. Ces 3 compartiments Exact. sont très liés. Donc ça, par exemple, dans les études environnementales, on s'intéresse aux problématiques également
de santé humaine depuis des années. Par exemple, tu as ce qu'on appelle l'approche One Health ou une seule santé. Donc, comment dire, c'est un concept qui a été développé dans les années 2000 qui prend en compte le fait que tous ces comportements soient entremêlés, en fait. On ne peut pas parler de santé humaine sans parler de santé environnementale. Exactement, je suis très d'accord avec toi, effectivement. Donc, Fait très, que c'est très pour ça bien que votre tu environnement. Oui, faut mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu fais parce que il faut commencer à savoir notre environnement. Les premiers indicateurs vont être justement ce que tu as étudié. Par la suite, mais on peut se demander l'impact, tu sais, de tout ça sur notre santé, puis Mmh. on commence à le voir et on se pose des questions, effectivement. Fait que, nous, on va essayer de se démêler dans tout ça au cours du podcast aussi. On va avoir différents intervenants là-dessus, comme toi. Merci énormément, Fidji, d'être venu nous informer sur l'écotoxicologie, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je pense que ça a éclairé beaucoup de gens. Puis en même temps, ça fait prendre conscience qu'il faut être plus responsable dans nos achats. On ne peut pas juste consommer, consommer sans se soucier de l'impact de tout ça, de la conception à la fin de Mmh. vie. Donc, Exactement. Mmh. du cycle de vie, c'est important pour, d'un, notre environnement, pour les générations futures, puis pour notre santé au quotidien. Comment Mmh. toi, tu vois ça pour ta vie? Tu sais, si tu vas avoir des enfants plus tard, t'en veux pas? Non, moi je pense pas vouloir, d'enfants déjà parce que c'est pas dans mes intérêts, perso, j'ai jamais trop aimé ça, mais en plus c'est vrai dans le monde, dans l'avenir qu'ils vont avoir là, c'est difficile, hein. Ah Les oui, mais générations qui naissent là actuellement, ils vont connaître des crises, même ma génération, même la tienne, hein, on va connaître moi, je une suis très crise inquiète pour les écologique. générations à venir. Moi, je me demande si je vais avoir des petits-enfants. J'ai 2 enfants actuellement, Mmh. puis je suis un peu comme toi. Quand j'ai commencé mes études en environnement, parce que j'ai une maîtrise en environnement également, je me suis dit, je ne mettrai pas des enfants au monde dans ce monde-là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mmh. Mais finalement, l'horloge biologique a sonné et voilà. J'ai eu des enfants quand même, mais tu sais, je te comprends parce que c'est ça, toi, tu le vois aussi, c'est des catastrophes qui s'en viennent, là. Ouais, donc ça serait quand même, difficile pour eux parce qu'ils vont pas du tout connaître, on va dire la même vie que nous. Non. Et c'est aussi difficile, on va dire pour l'environnement de rajouter plus d'êtres humains encore. Exactement, exactement. Puis, je veux dire, on a de la misère à en nourrir en Afrique. Et je veux dire, Mmh. il y a plein de Bah, problématiques. mais même sans parler d'Afrique, hein, ici vous avez peut-être moins de problèmes de stress hydrique, mais moi je suis française et je sais qu'en Europe on a de plus en plus de problèmes de sécheresse l'été. Ouais. Et enfin ça va aller de pire en pire. On va se retrouver avec un climat, très sec, l'été et de possibles inondations et tout ça l'hiver. Enfin ça va être très difficile d'avoir accès à certaines ressources, ça va être de plus en plus difficile de se nourrir, d'avoir de l'eau, potable pour tout le monde. Enfin, on va arriver dans des périodes, très difficiles, ouais. Je sais pas sur quelle échelle de temps, mais il y a un moment, il va y avoir une rupture et on pourra pas continuer à vivre comme on le fait maintenant. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience maintenant, puis pas juste s'enfouir la tête dans le sable. Puis c'est un peu ça aussi, Exactement. tu sais, il faut prendre conscience. Je sais que c'est des sujets plates à entendre, puis ça sonne catastrophique, mais c'est la réalité. Mmh. Mais c'est difficile, mais enfin, personne n'a envie on va dire, de moins consommer, de vivre plus sobrement, de moins voyager, c'est super difficile, mais il faut prendre ça en compte parce qu'à un moment, on va avoir une rupture, on a une limite, très Mais claire c'est parce qui que, va tu sais, des s'imposer. fois, on regarde les personnes hyper riches, puis, tu sais, mettons, on regarde le Mmh. Super Bowl, puis les jets qui partent de là, puis tout, puis là, t'es là, nous, on essaie de manger notre petite salade bio, puis Ouais, d'avoir le moins d'impact. C'est frustrant un peu, là, mais tu moi, je sais. trouve ça scandaleux. Enfin, c'est pareil, la coupe du monde à Qatar, dans des stades énormes climatisés au Qatar. Ouais, comment on peut laisser faire ça aujourd'hui? C'est Effectivement. monstrueux. Mais personne s'indigne. Les mouvements de mobilisation contre ces choses-là, il y en a-tu? Y a-tu des gens qui s'indignent ou on est tout Oui, seul dans notre salon?
Et il y a des gens qui s'indignent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont boycotté la Coupe du Monde, par exemple, à cause de ça. OK. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent, donc ça marche. Oui, il y a de l'argent à faire. Tant qu'il y a de l'argent à faire, Exactement, c'est toujours l'argent. ouais. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de corruption, puis tant qu'il y a de l'argent à faire, ben, les gens ne changent pas. Puis nous, on se sent vraiment impuissants en tant que petits citoyens qui n'ont pas de pouvoir. Notre seul pouvoir actuellement, c'est de prendre notre voix, c'est de prendre le micro puis de parler. Fait que merci d'en parler parce que Mmh. je trouve ça, je trouve ça inquiétant. Puis tu me disais, tu sais, l'éco-anxiété, ce que Exactement, t'as. ouais. L'angoisse écologique, ça touche énormément de gens, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose qui est toujours en arrière-plan. C'est une charge Oui, mentale, c'est c'est quelque ça. chose qui inquiète énormément. Mhm. Moi, j'essaie je m'intéresse beaucoup à ces problématiques-là, donc je vois, peut-être un peu plus que le grand public par les recherches scientifiques, ce qu'il y a derrière et ouais, c'est vraiment inquiétant et il y a des rapports, il y a des scientifiques qui parlent de ça. Il y a les rapports de GIEC il y a même des synthèses des rapports du GIEC qui sont accessibles à tout le monde. Personne lit ça, personne lit ça alors que c'est dramatique, hein, quand on lit un petit peu les Non, puis rapports. souvent, il va y avoir une petite synthèse de journal, puis personne, tu sais, ça va passer dans l'oubli Mmh. après Taylor Swift qui et son chum. Non, je pense qu'on n'a pas les bonnes préoccupations là. On n'a vraiment pas, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est tellement dans un monde qui va mal qu'on fait de la fuite émotionnelle. Mmh. Et on s'enfuit dans les réseaux sociaux, on s'enfuit dans la petite dopamine facile, accessible rapidement parce que Mmh. c'est difficile. Si vous avez vu le film, Don't Look Up, Ouais, c'est ouais. exactement le topic, hein, c'est exactement ce qui se passe. C'est juste que là, c'est pas une météorite qui va nous cracher dessus, c'est nous-mêmes qui allons, polluer suffisamment pour avoir un monde et un monde inhabitable. C'est c'est une métaphore, c'est la même chose. Ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film-là, puis Mmh. tu sais, c'est outrageux à quelque part. Tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, jamais, tu sais, que ça serait si pire que ça, mais la Mmh. soif de pouvoir et d'argent fait en sorte que les gens font des choses qui n'ont pas de bon sens, tu sais. Mais même un citoyen pas du tout mal intentionné ou quoi, Il n'y a pas qui conscience. s'informe pas spécialement ou qui Ouais. s'informe vaguement ou qui sait que bon, OK, il y a du réchauffement climatique, j'éteins la lumière quand je quitte la pièce, c'est pas ça, tu vois? Mais là, il y a un Ça va mouvement plus loin que ça. complotiste qui dit que ça n'existe pas, dans le fond, là. Fait que finalement, c'est juste pour nous contrôler. Tout à fait, oui. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses maintenant. Fait que finalement, on fait juste, bah, regarde, moi, je continue ma vie et je m'en fous parce il y a tout le temps un courant contradictoire. Puis c'est dur de trouver la vérité dans le faux aussi. Mais on le sait que c'est vrai, on le sait qu'il y a des problèmes, c'est juste que c'est tellement facile de juste continuer comme on fait. Ouais, C'est plus effectivement. simple. Enfin, moi, je me sens vraiment impuissante par rapport à ça, même si bah, je travaille dans ce milieu-là pour essayer de contribuer un peu, mais dans mon entourage personnel, j'ai très peu d'amis qui font vraiment attention à l'environnement. Mes propres parents, c'est très difficile de leur faire changer les choses. Hmm. C'est, Parce que c'est très facile, les habitudes, c'est plus facile. Puis on voit pas les conséquences, tu sais. C'est souvent, tu sais, le syndrome de pas dans ma cour. Quand on vient t'installer une décharge dans ta cour, là, tu vas faire, oh non, non. Mais notre planète, c'est notre décharge, tu sais. Hmm. Et c'est juste qu'on n'en a pas conscience parce qu'on le voit pas, tu sais. Ouais, alors ça se voit, par exemple, j'étais sur Paris les 3 4 dernières années, je sais qu'on a eu une grève des éboueurs. Tu le vois en une semaine, la quantité de déchets qui s'accumulent, c'est monstrueux. Ah ouais, hein. Chaque être humain produit tant de déchets par an et c'est enfin, multiplié par le nombre d'êtres humains, c'est monstrueux. C'est vrai qu'on n'en a pas conscience, on le voit pas. On le voit pas. Après, tu as tous ces gens qui font partie des courants, zéro déchet que je salue parce que c'est vraiment Oui, un gros effort. oui. C'est vraiment bien, ça va vraiment dans le bon sens. Moi, je suis encore loin du zéro déchet, j'essaie de m'en rapprocher, mais Mais c'est c'est parce qu'à un moment donné, on a une charge mentale, puis tu sais, je vais parler pour les femmes en plus, parce que on en a encore plus, je pense, mmh, parce qu'on voit beaucoup de sphères de la famille, on travaille, on fait, tu sais, c'est plus comme dans le temps, là. Et tu sais, de se rajouter cette charge mentale-là, de tout surveiller. Tu mmh, sais, moi, j'ai commencé à scanner les ingrédients qui sont, tu sais, mettons, transformés pour dire, bon, ouais, mais tu sais, c'est-tu mieux celle-là ou celle-là, tu sais, mettons, quand on regarde dans les rayons des céréales ou peu importe, là, tu sais, on essaie de choisir quelque chose qui va être mieux, mais là, ça me prend du temps de faire mon mmh. épicerie ou, tu sais,
Ben, c'est une habitude à prendre parce qu'au début, enfin, si on veut changer toutes nos habitudes d'un coup, là, Exact. c'est monstrueux parce qu'il faut tout regarder, etc. Mais si on prend l'habitude d'acheter telle marque plutôt que cette marque, de faire ça le truc petit à petit, là, Ça le c'est tout fait, de ouais. suite plus facile. Sauf que, bon, c'est mieux de s'y mettre dès maintenant pour faire une transition douce qu'au moment où on n'aura plus le choix. Mais je suis d'accord avec toi, puis tu sais, c'est le style de vie low tox, c'est vraiment d'y aller progressivement, de mettre en place, OK, ben ça, c'est un geste que je peux faire maintenant que je vois, je me vois capable de faire. Mm, Voici, là, j'ai une marque qui est éco-responsable, ben voilà, maintenant c'est ça que j'achète. Même chose au niveau des vêtements, même chose au niveau de l'eau, ou tous les mm. aspects, mais tu sais, de tous les aborder d'un front, c'est vraiment le oh, le wow, là. Mm. Bah, je pense qu'en fait, il faut tout simplement continuer à essayer, continuer à se renseigner. Moi, par Ouais. exemple, j'ai appris beaucoup de choses en regardant tout simplement des influenceurs. Je suis certaines pages Instagram par exemple, Girl Go Green, c'est une jeune femme qui vit dans un écolieu, qui, bon, avant avait une vie parisienne tout à fait normale, machin. Elle vit dans un écolieu et maintenant, elle s'intéresse énormément à tout ce qui est impact environnemental et elle donne des astuces sur tout ce qu'elle fait, sur comment elle mange, comment elle se nourrit, comment voilà, elle donne énormément d'informations et je sais qu'il en existe des tas, Ah, il y des en a plein. Moi, sœurs j'en qui suis font, plein vu que c'est ça que je fais maintenant. Puis, effectivement, c'est juste que des fois, on aime mieux aller voir les influenceuses qui font des choses drôles ou inspirantes ou peu importe. ça peut être Mais se drôle quand même. renseigner. Oui, c'est ça. Ça peut être du bon contenu, effectivement. C'est Mais une du coup, en façon. regardant ça, petit à petit, on apprend des nouvelles choses, dire ah tiens, c'est intéressant, je vais essayer ça. On n'est pas obligé de tout aller lire les études scientifiques. C'est ça que tu me dis. C'est bon. Exactement. C'est rassurant déjà, du moins. Parce que je Mais pense que le scientifique, ça nous permet de comprendre ce qu'il y a derrière. Après, on n'a pas besoin forcément de la base scientifique pour voir qu'il y a un problème. Donc, pour faire les gestes qu'il faut accompagner de ça, effectivement. exactement. Hmm. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour tout ça, pour cet échange. J'aime beaucoup voir aussi l'humain derrière la scientifique, hein, parce que tu sais, t'es un peu comme moi, quand j'ai voulu aller en environnement, on a un peu l'idée d'améliorer notre qualité de vie, notre santé de la planète, puis tout ça, parce qu'on aime notre planète, on aime cette Exactement. belle vie-là, tu sais, on aime les beaux paysages, tu sais. Moi, j'adore voyager, j'aime les beaux paysages, mais tu sais, des fois, quand je me ramasse une part de plage, puis il y a plein de bouteilles, de détritus en plastique, puis ça me désole, tu sais. C'est Puis même pour désolant de voir voyager, ça. on y va rarement autrement qu'en avion quand on voyage, tu vois. Ah oui, c'est ça. Là, je fais du déni aussi sur l'avion. Voilà, mais c'est ça, quelle alternative on a? Par exemple, là, je suis venue faire mon post-doctorat au Canada, je suis pas venue en bateau, hein. Mais non, c'est ça, ça va, hein, on comprend. Après, je pense qu'il faut quand même, enfin, on aurait plus intérêt à avoir la majorité des gens qui sont des écolos imparfaits que une petite minorité qui vit très très sobrement, quoi. J'aime bien l'idée d'être un écolo imparfait. J'aime bien. On fait tous des efforts, mais bon, ben, On forcément, fait on notre peut pas être possible. parfait. J'ai un téléphone portable, j'ai une télé, des consoles, j'ai pris l'avion, voilà, je suis pas un exemple, mais après, c'est pas parce qu'on fait mal certaines choses qu'il faut rater tout le reste. Non, c'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est un peu la loi du 80-20, tu sais, c'est que tu peux quand même 80% du temps faire tu sais, un effort, puis 20% du temps, tu te dis, bon, ben là, celui-là, je peux pas, là, pour Mm, l'instant, tu sais. Je suis pas rendue là, ou peu importe. Tu sais, moi, j'ai exactement. utilisé les couches lavables, par exemple. Oui. Mm. Mais j'ai plein de mes amis qui étaient comme, oh mon Dieu, non. Mais j'ai dit, c'est super facile, c'est pas si compliqué que Ouais. ça, les couches lavables, tu Juste les sais. mettre à la machine. Exactement, puis t'es comme, ah mon Dieu, j'imagine pas. Puis tu sais, c'est sûr qu'on a une conception que ça va être plus compliqué, que ça va être ça, mais un coup qu'on le fait, c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense, tu sais. C'est moins Mais, compliqué, puis c'est aussi moins toxique parce que dans tout ce qui est couche et aussi tout ce qui est protection hygiénique mhm. lavable, enfin jetable, c'est bourré aussi de produits chimiques. Tu vois, donc c'est à la fois, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus sain et c'est aussi beaucoup plus durable. Ouais, puis on protège nos enfants, Mm. puis notre corps pour tout ce qui est Ouais. hygiène féminine, effectivement, là, on n'est pas au courant que... Parce que, tu sais, nous, un tampon, c'est tout blanc, c'est beau, ça a l'air Ah, tout propre, tu sais. c'est monstrueux un tampon. Enfin, le nombre de personnes déjà qui ont fait des chocs toxiques à cause de ça. Et puis en plus, enfin, c'est des produits qui sont souvent pleins de pesticides qu'on met dans un endroit qui est le plus perméable du corps féminin. Enfin, Ah, l'aberration est monstrueuse. je pense qu'il y a des femmes qui vont aller acheter des Divacop après le podcast. Ouais, mais c'est ça. Fait que il y a chaque petite chose. Puis là, tu vois, on pop des nouvelles idées, tu sais, mais il y a tellement d'aspects dans une vie Mm. qu'on peut aller choisir différemment.
la venue d'un bébé, effectivement, il y a plein de choix qu'on peut faire qui vont Mmh. vraiment être plus sains et écologiques, que ce soit aussi justement pour tout ce qui est hygiène féminine, les soins du corps, de la beauté de la femme. On a tellement des standards au niveau de la beauté, les faux cils, les faux ongles, Mmh. tu sais, tout On peut ça, s'en on se passer? rajoute, là, tu sais. Mmh. Non, mais moi, tu sais, je mets pas souvent du vernis, mais tu sais, c'est ça, je vois les femmes avec les faux ongles, les faux Mmh. cils, tu sais, des cosses et des choses, et tu sais, moi, j'ai un mascara puis j'ai un orgelet très rapidement si je me démaquille pas ou quoi, tu sais, je veux dire, faut faire Mmh. attention à tout ça, donc c'est ça, c'est de choisir, puis là, on dit plein de choses en même temps, mais de prendre chaque petite chose à la fois, de dire aujourd'hui, ben là, j'allais acheter ça. Quel choix je pourrais faire qui serait mieux, tu sais, Exactement, avant là, de par exemple juste acheter rapidement, tu sais. par exemple, là, tu parlais de vernis à ongles. Alors c'est pas forcément un choix très difficile à faire de choisir une marque, qui contient moins de solvants dans son vernis à ongles. Il y a plusieurs produits à éviter, dans certains vernis, il y a des marques qui font ça très bien. Voilà, Mhm. c'est pas très compliqué juste de changer de marque. Bon, parfois, c'est un peu plus cher. C'est un peu Mais il plus faut cher, dire mais que t'es pas obligé d'avoir 15 couleurs. Tu en avoir exactement, et juste puis il faut deux ou dire que trois. c'est totalement esthétique, hein. On n'a pas besoin de vernis à Non, ongles. Donc non, à partir du moment où on fait un choix, par plaisir, on peut peut-être contribuer à un truc un peu moins effectivement. problématique. Effectivement, je suis très Il y a d'accord il y a avec plein toi. de il y a plein de choses où les alternatives sont pas si compliquées à mettre en place. Mm. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, sans forcément s'en rendre compte. Mais en tout cas, merci C'est- beaucoup, c'était super intéressant. Ouais, mais c'est le fun, ça te permet d'être plus du côté vulgarisateur, je pense, c'est ça? Oui, et puis, c'est autant, dans mon entourage, on va dire, au niveau de mes collègues, on est tous en environnement, on est tous formés à ces problématiques-là, autant, dans mon entourage de proches ou de famille, là, ils sont pas du tout au fait de ces problématiques-là. Moi, j'ai beau en parler, mais moi, je passe toujours pour, Fidji, l'écolo, hippie, réac, tu sais? Mais non, mais il Ah, mais faut. c'est drôle parce que ça, tu vas pouvoir leur envoyer le podcast, puis là, ils vont peut-être comprendre des choses différemment. Des fois, c'est. Ah, il y en a, ils Euh, vont comprendre que je parle d'eux. Ah! Voilà, c'est chapeau fait. Ah mais à la maison, c'est totalement ça. Moi, quand j'essaie de dire un minimum à mes parents: «Ça serait bien de manger un tout petit peu moins de viande», parce que là, c'est vraiment à tous les repas, genre, tu sais, juste une journée sans viande, un repas sans viande même, tu vois? Ça serait déjà un effort. On me dit: «Ouais, c'est bon, n'importe quoi, nous, on prend pas l'avion». Mais c'est Ah, sachant que OK. de consommer 1 kilo de bœuf, ça équivalent à, je sais plus, je crois que c'était un Paris-Londres en termes de CO2 ou une connerie comme ça. Alors je veux pas te dire des chiffres, Mais oui, OK, ouais, voilà, c'est non, mais ça. enfin, je veux dire, le par exemple, de consommer de la viande rouge, je consomme enfin, pollue autant que de prendre l'avion, par exemple. Donc ça, Ouais, quand on me répond, «Ça va, moi je prends pas l'avion», ça ça m'énerve. marche pas. Mais c'est vrai que juste de réduire sa viande, parce que, tu sais, moi, je suis pas végane, puis c'est sûr que je mange beaucoup moins de viande que dans le Mmh. passé, par exemple. Il y a plein d'alternatives, puis Mmh. souvent, même la viande, je m'en sers pas beaucoup. Moi, mes enfants aiment la viande, mais moi, je m'en mange. Tu sais, je vais plus mettre des accompagnements, des légumes, tu sais, des Mmh. salades. Puis, Légumes, féculents, ça marche très bien. Puis ouais, de la puis viande de là, temps en temps, c'est très bien. c'est ça. Ou de réduire ses portions aussi, tu sais, de viande. T'en as pas obligé d'avoir la moitié de l'assiette en viande, là. C'est ça. Puis le choix de la viande est important aussi parce que, par exemple, le bœuf, c'est, ce qu'ils consomment le plus, c'est monstrueux. Par exemple, en termes d'eau, le bœuf, c'est genre 10 fois plus qu'une culture de blé. Par exemple, je sais pas, le porc, le poulet, c'est juste 2 fois plus. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est moins pire. et tu Mm. certains animaux qui sont vraiment, beaucoup plus, comment dire? Mieux Qui sont beaucoup traité? plus traités aux Ouais. antibiotiques que d'autres. Ah, oui. Donc après, tu as toutes les problématiques de l'antibiorésistance et tout, mais bon, après, on peut en parler pendant des heures. On va repartir la caserne. Mmh. Mais oui, mais moi, j'essaie de choisir de la viande qui est bio et sans hormones de croissance, sans pesticides, mais Mmh. c'est à quel point on a la certitude, on en a parlé tantôt, là. Fait que je me dis au C'est moins ça. c'est un pas vers ça, puis c'est quand même plus cher. Mais de choisir mon poulet bio, je me Mmh. dis, regarde, je vais j'accepte de payer la viande, mais je vais payer un peu plus cher pour avoir de la bio. Mmh. Fait que, Puis aussi le fait que si on mangeait, moins de viande, on aurait moins besoin de tous ces élevages intensifs qui sont bourrés justement d'antibiotiques et de produits de traitement, de machin et tout ça. Du coup, on pourrait avoir des élevages plus responsables et de la viande de meilleure qualité, qui nous laisserait en meilleure santé aussi. mais il y a un impact, il y a un effet de surpopulation aussi, non? De Oui, dire qu'on a beaucoup de gens qui mangent la viande. Fait que, tu sais, c'est sûr que si bah, on réduit de tout le monde, je pense que ça peut faire une différence, là, mais... ah mais si l'humanité réduisait de moitié sa consommation de viande, déjà, on serait vachement mieux au niveau de l'agriculture, hein.
Il y a Ouais, pas de ouais. doute là-dessus. C'est Non, on est mais de plus en plus nombreux et on mange de plus en plus de viande. Il y a un problème. on va passer le message de choisir d'autres alternatives. Moi, j'adore tout ce qui est lentilles, les Mmh. fèves, tu sais, les beans, comme on dit au Québec. Mmh. Tu sais, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ça. C'est super nutritif aussi, là. Ouais, puis il faut pas forcément chercher à substituer la viande tout le temps parce qu'on peut très bien s'en passer, hein. Parce que, tu sais, mettons justement le courant Beyond Meat, là, tu sais, que tu fais, C'est les fausses viandes ça? c'est les Je fausses suis viandes, tu sais, ouais, un hamburger, mais qui a l'apparence et le goût d'une fausse, de la viande, là. ouais, bah, alors, je sais Très pas si tu transformé, des appelles ça additifs, les, j'imagine. bah, en fait, est-ce que tu appelles ça les enfin tout ce qui est, céréales, beans et tout ça qui forment des viandes ou alors est-ce que tu parles de la viande de synthèse? Je sais pas, je pense pas que c'est de la viande de synthèse, là. Mmh. La viande de synthèse, c'est quoi? Ah bah, en fait, tu as de la viande qui peut être recréée en labo à partir de cultures cellulaires, enfin de cellules de bœuf, de protéines, de trucs comme ça. On peut recréer de la viande. Alors du coup, pour, Oh, tout ce qui est, éthique animale, c'est nickel ça parce va? on tue pas les animaux, mais tout ce qui est, environnement et tout ce qui est santé, c'est pas terrible. Ça doit pas être top pour la santé, la viande de synthèse. Mais est-ce que Mmh. on en a sur nos tablettes actuellement? Ah, je sais pas si c'est encore commercialisé, mais ça fait très longtemps que qu'ils parlent de ces trucs-là. Je sais pas. J'espère que Moi, ça j'en va ai être jamais vu en étiqueté. tout cas, dans les magasins. J'avais vu aussi de la viande faite par image 3D, là, par imprimante 3D. Et là, j'étais Bah, comme, ça doit être le même principe, ouais. ah, OK. Non, Mais du coup, ouais, c'est de la protéine de bœuf, des c'est des trucs épouvantable, comme ça, pareil, qu'on est rendu là. une En tout cas, protéine de synthèse. c'est ça. OK, des protéines de synthèse, c'est bien. Un autre sujet à aborder. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 2 heures. Écoute, je vais te laisser aller, là, pour vrai, là, mais